Jean-Luc Mélenchon. Un nom qui claque comme un discours de meeting, un regard qui défie, une voix qui soulève les foules. Pendant des décennies, l'homme aux colères célèbres a traversé la vie politique française avec une force presque théâtrale. Mais derrière le tribun, derrière les campagnes présidentielles et les projecteurs, une autre histoire se murmurait. Une histoire intime, longtemps niée, longtemps poursuivie par la presse. Et aujourd'hui, à 74 ans, ce que la France soupçonnait depuis des années ne semble plus vraiment être un secret. Pour comprendre Jean-Luc Mélenchon, il faut revenir loin en arrière, bien avant les estrades, bien avant les caméras, bien avant les grandes colères qui feront de lui l'une des voix les plus reconnaissables de la vie politique française. Il faut revenir à Tanger, au Maroc, dans cette terre encore marquée par l'histoire coloniale, où il naît le 19 août 1951. Là, dans cette enfance méditerranéenne, entre lumière blanche, bruit des rues et horizon ouvert, se dessine déjà quelque chose de son tempérament. Une manière de regarder le monde comme un combat, mais aussi comme une promesse. Puis vient le départ vers la France, l'arrachement silencieux que connaissent tant de familles, ce moment où l'on quitte un paysage, une langue d'enfance, une mémoire, pour recommencer ailleurs. Est-ce là que naît son rapport brûlant à l'identité, à la République, à l'égalité? Peut-être. Car chez Mélenchon, tout semble venir de loin. Rien n'est jamais seulement stratégique. Tout porte une trace, une blessure, une conviction ancienne. Avant d'être sénateur, avant d'être ministre, avant d'être candidat à la présidence de la République, il est professeur, un homme de mots déjà. Un homme qui croit à la puissance de la parole, à la transmission, à cette idée très française, selon laquelle une phrase peut changer une conscience, et qu'une conscience peut, à son tour, changer une époque. Dans les années de formation, il s'engage, milite, observe, apprend les rouages du pouvoir et les failles du système. Peu à peu, le professeur devient militant, le militant devient élu, l'élu devient figure nationale. Au Parti socialiste d'abord, il gravit les échelons, avec cette énergie parfois rugueuse qui séduit autant qu'elle inquiète. On ne l'écoute jamais distraitement. On l'approuve ou on le combat. On l'admire ou on s'en méfie. Mais on ne l'ignore pas. Sénateur de l'Essonne, puis ministre délégué à l'enseignement professionnel au début des années 2000, il connaît les ors de la République, les couloirs feutrés, les dossiers épais, les compromis nécessaires. Car, pourtant, quelque chose en lui résiste à l'idée de se fondre dans le décor. Mélenchon n'a jamais été un homme de demi-teinte. Là où d'autres arrondissent les angles, lui tranche. Là où d'autres sourient pour calmer la tempête, lui l'affronte de face. Cette force fera sa grandeur. Elle fera aussi ses solitudes. Car la politique, lorsqu'elle dure plus d'un demi-siècle, n'est pas seulement une carrière. C'est une épreuve intime. Elle use les nerfs, elle dévore les soirées, elle éloigne les proches, elle transforme la vie privée en territoire fragile. Et pendant que l'homme public s'impose, l'homme personnel, lui, demeure dans l'ombre. On connaît ses discours, ses colères, ses fulgurances. Mais que sait-on vraiment de ces silences? Que sait-on de l'enfant de Tanger devenu tribun de Paris? Que sait-on de ce qu'il a fallu abandonner pour rester debout aussi longtemps? Derrière le visage combatif, derrière la main levée, derrière les mots lancés comme des flèches, il y a un parcours façonné par les déplacements, les ruptures, les fidélités et les renoncements. Un parcours qui explique peut-être pourquoi Jean-Luc Mélenchon parle souvent comme s'il avait une dette envers ceux qui n'ont pas de voix. Et c'est précisément cette image, celle d'un homme construit par la lutte et pour la lutte, qui rendra plus troublante encore la question que la France se posera plus tard. Que cachait donc ce tribun si sûr de lui, quand il refusait obstinément d'ouvrir la porte de sa vie intime? Pendant longtemps, Jean-Luc Mélenchon a donné l'impression de vouloir tenir sa vie privée à distance, comme on ferme une porte derrière soi avant d'entrer en scène.
Sur les plateaux, il parlait de république, d'inégalité, d'Europe, de souveraineté populaire, de colère sociale. Dans les meetings, il déployait son verbe comme une vague, emportant avec lui des milliers de visages, des jeunes militants, des ouvriers, des enseignants, des déçus de la gauche traditionnelle. Mais dès que la conversation glissait vers l'intime, le ton changeait, le rideau tombait, le tribun redevenait un homme secret. On savait pourtant quelques faits, simples, précis, presque administratifs. Le 30 novembre 1972, Jean-Luc Mélenchon épouse Bernadette Abriel. 2 ans plus tard, en 1974, naît leur unique fille, Marilyn Camille Mélenchon. Une enfant qui grandira dans l'ombre d'un père, déjà happé par l'engagement, et qui, plus tard, participera elle aussi à des activités publiques et politiques locales, comme si une partie de cet héritage s'était transmise sans bruit, de génération en génération. Mais après plus de 2 décennies de vie commune, le couple se sépare officiellement. Le divorce est prononcé en novembre 1994. À partir de ce moment-là, Jean-Luc Mélenchon reste juridiquement célibataire, notamment au regard de sa situation fiscale. Voilà pour les faits. Tout le reste, ou presque, deviendra matière à interprétation. Car dans un pays où les dirigeants aiment parfois afficher leur famille, leur couple, leur foyer, Mélenchon choisit une autre voie, celle du silence. Pas de romance sentimentale livrée aux magazines, pas de confidences faciles, pas de mise en scène domestique pour adoucir l'image du combattant politique. Cette discrétion extrême intrigue. Et l'intrigue, en politique, devient vite un murmure. Puis un murmure devient une rumeur. À partir des années 2010, un nom revient avec insistance dans l'entourage du leader de la France insoumise, Sophia Chikirou. Communicante, stratège, proche collaboratrice, elle apparaît dans les coulisses des campagnes, dans l'architecture médiatique du mouvement, dans cette fabrique invisible où se construit l'image d'un candidat. Très vite, leur proximité frappe les observateurs. Ils travaillent ensemble, voyagent dans les mêmes cercles, se retrouvent au cœur des mêmes batailles politiques. Officiellement, ils sont collègues, alliés, complices de campagne. Rien de plus n'est confirmé, rien n'est assumé publiquement comme une relation sentimentale. Pourtant, dans la presse française comme dans les conversations internes du mouvement, beaucoup les décrivent comme un duo indissociable, presque un couple de pouvoir en arrière-plan. Est-ce l'amour? Est-ce la fidélité politique? Est-ce cette zone grise, si fréquente dans les vies publiques, où le professionnel et l'intime se confondent jusqu'à devenir impossibles à séparer? Mélenchon, lui, ne donne pas les clés. Il refuse de nourrir la curiosité. Il n'ouvre pas la porte. Et ce refus, paradoxalement, attire encore plus les regards. À côté de ces spéculations autour de Sophia Chikirou, d'autres rumeurs, plus fragiles encore, circulent aussi sur les réseaux sociaux et dans certains cercles de commentaires politiques, notamment au sujet de son orientation sexuelle. Mais aucune preuve solide n'est jamais venue les confirmer, et Mélenchon ne les a jamais validées publiquement. Il préfère, là encore, répondre par le silence ou par le refus de commenter ce qui relève de l'intime. Ce qui est certain, en revanche, c'est son engagement politique constant en faveur des droits des personnes LGBTQ+, de l'égalité et de la lutte contre les discriminations. Alors, que cherchait-on vraiment à savoir? L'homme qu'il aimait? La femme qui comptait? Ou simplement la faille humaine derrière l'orateur inflexible? Dans cette tension entre ce qui se voit et ce qui se tait, entre la scène et les coulisses, commence la longue histoire des soupçons qui accompagneront Jean-Luc Mélenchon pendant plus d'une décennie. Il y eut un temps où Jean-Luc Mélenchon ne semblait plus seulement faire de la politique. Il semblait la mettre en scène, la dramatiser, la rendre presque épique. Dans une France fatiguée par les alternances déçues, par les promesses usées,
par cette impression que les mêmes visages revenaient toujours avec les mêmes réponses, lui arrivait avec une autre musique. Une voix grave, des phrases longues, des images puissantes, une colère travaillée comme un art oratoire. Sur les places publiques, dans les salles bondées, devant des drapeaux qui claquaient et des militants qui reprenaient ses slogans, Mélenchon devenait plus qu'un candidat. Il devenait un personnage. Un personnage que certains adoraient, que d'autres redoutaient, mais que personne ne pouvait réduire au silence. Ses campagnes présidentielles furent souvent racontées comme des batailles impossibles, mais aussi comme des moments de grâce pour une partie de la gauche française. Il avançait contre les partis installés, contre les appareils fatigués, contre cette idée que tout serait déjà écrit avant même que le peuple ne parle. Et plus il se heurtait au système, plus ses partisans voyaient en lui une figure de résistance. Il parlait des ouvriers, des employés, des jeunes précaires, des enseignants, des retraités modestes, de ceux qui ne se reconnaissaient plus dans les élites. Il parlait fort, parfois trop fort, mais il parlait à ceux qui avaient l'impression de ne plus être entendus. Et c'est là que se construisit sa force, dans ce lien direct, presque charnel, avec une base militante capable de le suivre, malgré les tempêtes. Cannes, à plusieurs reprises, lors des élections présidentielles, il sembla pouvoir créer l'événement, renverser les pronostics, bousculer l'ordre établi. Ses défaites furent parfois nettes, parfois douloureusement proches de l'exploit. Mais même dans l'échec, il gardait quelque chose de victorieux, la preuve qu'une autre gauche, plus radicale, plus souveraine, plus populaire, pouvait encore rassembler. Avec la France insoumise, mouvement qu'il fonde et incarne comme nul autre, il impose une nouvelle grammaire politique. Moins de vieux partis, plus de mouvements. Moins de congrès poussiéreux, plus de mobilisation numérique. Moins de retenue institutionnelle, plus de confrontations assumées. Il ose même des formes inédites, comme ces meetings en hologramme qui frappent les sképacles les esprits et donnent à sa campagne une allure futuriste. Dans un pays attaché aux traditions politiques, voir un candidat parler simultanément à plusieurs foules, apparaître en images de lumière, presque fantomatique, et pourtant terriblement présent, avait quelque chose de saisissant. Mélenchon comprenait l'époque. Il comprenait les écrans, les réseaux, la mise en récit. Et derrière cette modernité, beaucoup voyaient aussi la main de ceux qui travaillaient dans l'ombre, notamment Sofia Chikirou, devenue au fil des années une architecte influente de sa communication. Elle savait façonner l'image, organiser les séquences, donner aux tribuns une présence adaptée à un monde médiatique, devenu rapide, brutal, impitoyable. Ensemble, officiellement comme partenaires politiques et professionnels, ils participaient à construire une figure qui dépassait les frontières de la gauche classique. Mais plus l'image était forte, plus l'ombre derrière l'image devenait visible. Plus l'homme semblait puissant, plus sa solitude intriguait. Car au milieu des foules, au milieu des cris, au milieu des ovations, une question demeurait suspendue. Qui était là, vraiment, quand les micros s'éteignaient? Qui partageait les soirs de défaite, les matins de fatigue, les heures où le tribun redevenait simplement un homme? La ferveur populaire éclairait Mélenchon d'une lumière immense. Mais toute lumière, un jour, finit par dessiner des ombres. Puis vinrent les fissures. Elles ne se voient d'un jamais tout de suite. Elles commencent par une phrase qui choque, un geste qui déborde, une polémique qui enfle, un regard médiatique qui change. Chez Jean-Luc Mélenchon, l'admiration et la contestation ont toujours marché côte à côte, comme deux ombres attachées au même corps. Ses partisans voyaient en lui un homme sincère, courageux, presque nécessaire. Là, ses adversaires, eux, dénonçaient un tempérament excessif, une parole trop dure, une manière de transformer chaque affrontement en scène de rupture. Et dans la politique française, où la nuance est souvent écrasée par le bruit, Mélenchon devint peu à peu un symbole clivant.
On ne disait plus seulement « je suis d'accord » ou « je ne suis pas d'accord ». On disait « je l'aime » ou « je ne le supporte pas ». Cette intensité, qui avait fait sa puissance, devint aussi son piège. Chaque colère était scrutée. Chaque formule était reprise, isolée, commentée. Ses prises de position sur l'Union européenne, sur l'OTAN, sur les crises internationales, sur le rôle de la France dans le monde, suscitaient des débats brûlants. Pour les uns, il portait une vision indépendante, anti-atlantiste, attachée à la souveraineté populaire. Pour les autres, il franchissait parfois la ligne rouge de l'ambiguïté ou de la provocation. Et lui, fidèle à lui-même, refusait de se laisser enfermer. Il attaquait Emmanuel Macron, dénonçait les élites, contestait l'ordre économique, s'en prenait à ce qu'il voyait comme la confiscation du pouvoir par une minorité sociale. Mais plus la voix montait, plus les attaques personnelles se faisaient dures. On interrogeait son patrimoine, son niveau de vie, son image de défenseur des travailleurs. Comment parler au nom du peuple lorsque l'on appartient depuis si longtemps au monde politique? Comment incarner la rupture quand on a traversé toutes les institutions? Ces questions, parfois légitimes, parfois instrumentalisées, contribuaient à fragiliser la figure du tribun populaire. Et derrière cette exposition permanente, sa vie privée restait un territoire presque interdit. Son divorce avec Bernadette Abriel, en novembre 1994, appartenait au passé, mais il laissait dans le récit public un espace vide. On savait qu'il avait une fille, Marilyn Camille Mélenchon, née en 1974, engagée elle aussi dans des activités publiques et locales. On savait qu'après la séparation, il était resté célibataire sur le plan juridique et fiscal. Mais on ne savait presque rien de l'homme dans sa famille, de sa relation intime avec les siens, des blessures qu'un demi-siècle de combat laisse forcément derrière lui. Était-il un père distant, absorbé par l'histoire? Un homme aimant mais pudique, un solitaire par choix ou par nécessité? Rien ne permettait de le dire avec certitude. Et c'est précisément ce silence qui ouvrait la porte au récit parallèle. Les rumeurs autour de Sofia Chikirou prenaient plus d'épaisseur à mesure que leur proximité professionnelle devenait visible. Les spéculations sur son orientation sexuelle circulaient également, sans preuve, dans ces zones troubles où les réseaux sociaux confondent souvent curiosité, indiscrétion et insinuation. Mélenchon, lui, tenait sa ligne, ne pas commenter l'intime. Il dénonçait régulièrement cette obsession médiatique pour la vie personnelle des responsables politiques, comme si le pouvoir devait toujours être payé par l'exposition de l'âme. Mais le refus de parler ne protège pas toujours. Parfois, il attise, parfois, il isole. Et dans cette période de tension, entre controverses publiques, attaques politiques, enquêtes médiatiques autour de son entourage et questions jamais vraiment posées en face, quelque chose commença à se fissurer dans l'image. Non pas l'image du combattant, celle-là restait solide, mais celle de l'homme invulnérable. Car même les tribuns les plus puissants finissent par rencontrer ce moment étrange où le public ne demande plus seulement « que propose-t-il ?» mais « qui est-il vraiment ?» Avec les années, Jean-Luc Mélenchon entra dans cette période étrange où l'homme politique n'est plus seulement jugé sur ses idées, mais sur tout ce qu'il représente. À mesure que son nom s'installait dans l'histoire contemporaine de la gauche française, chaque détail de sa vie devenait matière à interprétation. Ses colères, ses silences, ses fidélités, ses fréquentations, tout semblait pouvoir nourrir un récit. Et au centre de ce récit, il y avait toujours cette même zone d'ombre, cette part intime qu'il refusait obstinément d'abandonner au public. À plus de 70 ans, après des décennies de combat, il aurait pu choisir l'apaisement. Mais Mélenchon n'a jamais été un homme d'apaisement facile. Il restait debout, frontal, parfois blessant, souvent brillant, avançant comme s'il avait encore 1000 batailles à mener. Pourtant, derrière l'énergie affichée,
certains observateurs crurent voir une fatigue nouvelle. Non pas la fatigue d'un homme vaincu, mais celle d'un homme qui a trop longtemps porté seul son armure. Car que reste-t-il quand on a passé sa vie à parler au nom du peuple, mais que l'on s'est presque interdit de parler de soi? C'est dans cette période que les rumeurs autour de Sofia Chikirou devinrent plus insistantes encore. Depuis le début des années 2010, elle était l'une des figures les plus proches de son univers politique. Elle connaissait les codes de l'image, les mécanismes médiatiques, les angles de caméra, les mots qui frappent. Elle avait contribué à donner au tribun une forme moderne, presque cinématographique. Mais cette proximité professionnelle fut peu à peu lue autrement. L'âge dans la presse, dans les conversations politiques, dans les couloirs de la France insoumise, beaucoup les évoquaient comme un duo de pouvoir, un binôme dont l'influence dépassait la simple organisation de campagne. Officiellement, pourtant, rien n'était livré comme une confession sentimentale. Les mots restaient donc prudents, les portes restaient fermées. Mélenchon, fidèle à sa ligne, refusait de transformer son intimité en spectacle. Sofia Chikirou, de son côté, devenait elle aussi une figure observée, commentée, parfois attaquée. Les enquêtes médiatiques autour de certains contrats de communication liés aux campagnes de Mélenchon ajoutèrent une tension supplémentaire. Dès lors, leur relation ne fut plus seulement un sujet de curiosité. Elle devint un terrain politique, un lieu de soupçon, d'accusation, de défense. Et c'est peut-être là que se trouve la véritable blessure. Non pas dans le fait d'aimer ou de ne pas aimer. Non pas dans le fait de confirmer ou de ne rien dire, mais dans cette impossibilité, pour un homme public, de conserver une part de silence sans que ce silence soit aussitôt transformé en énigme nationale. Mélenchon avait souvent dénoncé cette fascination médiatique pour les vies privées. Il y voyait une dérive, une manière de détourner le regard des vrais sujets, les salaires, les retraites, l'écologie, la justice sociale, la souveraineté. Mais le public, lui, voulait comprendre l'homme derrière la voix. Alors, à 74 ans, l'impression grandit que le vieux refus de répondre ne suffisait plus. Sans déclaration spectaculaire, sans aveu théâtral, sans phrase définitive, quelque chose semblait avoir changé. Le secret, autrefois protégé comme une forteresse, apparaissait désormais plus fragile, comme si le temps, lentement, avait fait tomber les murs. Comme si la France n'attendait plus une preuve, mais reconnaissait déjà ce qu'elle croyait voir depuis longtemps. Quand